Bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Je vous invite à parcourir avec moi les temps forts qui rythment l'Afrique et résonnent bien au-delà de ses frontières. Et pour commencer notre voyage au cœur de l'actualité, faisons halte au Bénin. Banoto Beji informe que Romuald Wadagni, ministre béninois de l'économie et des finances, a été désigné candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Selon La Nation, quotidien béninois du service public, le patron de l'économie béninoise a été désigné lors d'une rencontre entre le président Patrice Talon et les ténors des deux principaux partis de la mouvance, Union progressiste, Le Renouveau et le Bloc républicain. Banoto Beji rappelle que ministre d'État en charge de l'économie et des finances depuis 2016, le nom de Romuald Wadagni avait été agité dans l'opposition comme l'un de ceux qui peuvent succéder à Patrice Talon. Mais le désormais porte-flambeau de la mouvance à la présidentielle de 2026 avait refusé qu'on cite son nom comme dauphin de son mentor. L'argentier national avait laissé comprendre qu'il était plutôt concentré sur la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État et n'entend pas se laisser distraire pour les appels pour succéder au président Patrice Talon. Mais c'est désormais public. Romuald Wadagni, le ministre de l'économie et des finances, est le candidat à l'élection présidentielle de 2026. Il a été présenté par l'Union progressiste, Le Renouveau et le Bloc républicain qui, dit-on, reste unanime derrière le dauphin de Talon. Une décision politique lourde de sens selon Bruno Ruessou, assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques à l'Université d'Abomey-Calavi, qui a parlé à BBC News Afrique. Pour le chercheur de l'Université d'Abomey-Calavi, cette pratique est rare au Bénin, de voir des acteurs politiques et de la mouvance s'entendre pour opérer un choix de manière consensuelle sur un candidat. Dans un article qui retrace le parcours de Romuald Wadagni, BBC énumère les raisons qui justifieraient ce choix. Patrice Talon, qui a déjà mis le pays à un certain niveau économique, veut assurer cette continuité en portant son choix sur Romuald Wadagni, qui a fait ses preuves à ses côtés. Ce dernier incarnerait, selon les proches du régime, la rigueur, la stabilité et la crédibilité. Cette décision marque une stratégie de continuité de gestion et de rationalisation du pouvoir, selon M. Ruessou. M. Wadagni, selon Biochane, président du Bloc républicain et ministre d'État, peut assurer la continuité de l'héritage de Patrice Talon et porter le plus loin possible ce flambeau. Ce jeune ministre, protégé du président Talon, fait partie des rares hommes de confiance qui n'ont pas été mis à l'écart en commettant des actes qui fâchent le chef de l'État. La Nouvelle Tribune revient sur la réaction de l'opposition à ce choix de Romuald Wadagni. La désignation de Romuald Wadagni comme porte-étendard de la mouvance présidentielle ne laisse pas indifférente la classe politique. Dans une interview accordée à RFI, Eugène Azatassou, vice-président du Parti Les Démocrates, a vivement critiqué ce choix qu'il associe à une aggravation de la précarité sociale. Avec Wadagni, la politique inhumaine sur le plan social va se poursuivre. Avec ce choix, c'est bien rassuré que c'est la misère en plus grand qui sera au rendez-vous, a-t-il déclaré sans détour. L'opposant estime que les programmes de développement et les chantiers d'infrastructure régulièrement mis en avant par le pouvoir sortant ne profitent pas réellement à la population. Pour lui, la candidature de l'actuel ministre de l'économie et des finances clarifie la ligne politique du camp présidentiel. Avec ce choix, le peuple béninois sait désormais à quoi s'en tenir, a-t-il ajouté. Pendant ce temps, Nicéphore Soglo valide la désignation de Wadagni. Selon la Nouvelle Tribune, joint le dimanche 31 août par le quotidien, l'événement précis, l'ex-chef de l'État a exprimé son soutien et ses encouragements au ministre de l'économie et des finances. L'ancien président a également adressé ses félicitations au peuple béninois, estimant que cette désignation témoigne d'une reconnaissance envers la jeunesse. Pour lui, le parcours de Romuald Wadagni incarne le dynamisme d'une nouvelle génération capable de maintenir les performances économiques enregistrées au cours des dernières années. Pendant ce temps, toujours au Bénin, le principal parti d'opposition sécurise les parrainages pour son candidat à la présidentielle, informe RFI. Au Bénin, les démocrates, le principal parti d'opposition dirigé par l'ancien chef d'État Boni Yayi, a sécurisé les parrainages nécessaires pour son candidat à la présidentielle d'avril 2026. La loi électorale impose cette obligation à tout prétendant au fauteuil présidentiel. Mi-août 2025, l'opposition redoutait de ne pas y parvenir
réagir après le report de quelques jours du retrait des formulaires de parrainage par la Commission électorale nationale autonome. Attitude condamnée par l'institution. Ce mardi 2 septembre, tous les élus du parti ont récupéré le précieux sésame. Chaque parlementaire a retiré son exemplaire. Ils ont quitté la Sénat en bus, transportant 28 formulaires. Banuto Beji précise que selon Guy Mitokpe, secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, après le retrait, les députés ont remis les documents de parrainage au chef du parti, l'ex-président de la République, Boni Yayi. La remise des fiches de parrainage au président Boni Yayi garantit la présence du parti d'opposition Les Démocrates dans les starting blocks et dans la course à la succession de Patrice Talon. Cette étape du retrait des fiches de parrainage franchie, l'opinion publique du Bénin attend désormais la révélation du nom qui portera les couleurs du parti. Parlons culture à présent. Osaka 2025, la journée nationale du Bénin célébrée avec faste à l'exposition universelle. Selon la SRTB, le 29 août 2025, le Bénin a été mis à l'honneur à l'exposition universelle d'Osaka. Une journée marquée par la valorisation du patrimoine culturel, des atouts touristiques et du potentiel économique du Bénin. À travers une série de prestations artistiques, de rencontres économiques et de présentations institutionnelles, le Bénin a offert une vitrine vivante de son identité plurielle. La délégation béninoise, conduite par le ministre de la Culture Babalola Jean-Michel Abimbola, a mis en lumière les ambitions du pays en matière de rayonnement culturel. Matin Libre précise que dès l'ouverture, le Bénin a découvert la collection couleur indigo, magnifiée par la voix de Pepe Oleka, suivie des performances du groupe Les Pépites Arts et du japonais Shudo Saito. Une démonstration du génie créatif béninois ouvert au monde. La délégation a visité successivement les pavillons du Japon, du Bénin, du Brésil et de la Serbie, mettant en avant tradition, innovation et perspectives de coopération. La journée s'est achevée par une réception musicale et conviviale où musique, gastronomie et échanges diplomatiques ont renforcé les liens entre le Bénin et le Japon. L'homosexualité désormais criminalisée au Burkina Faso. Selon Brut Afrique et Le Monde FR, depuis le 1er septembre au Burkina Faso, un nouveau code des personnes et de la famille a interdit l'homosexualité et les pratiques assimilées. Les contravenants risquent jusqu'à 5 ans de prison et des amendes, tandis que les étrangers encourent l'expulsion. La loi prévoit une peine d'emprisonnement qui va de 2 à 5 ans et des peines d'amende, a déclaré le ministre de la Justice Edasso Rodrigue Bayala dans un reportage diffusé sur la télévision nationale du Burkina. Il a précisé que pour les ressortissants étrangers, la peine serait une expulsion du pays. L'Humanité révèle les propos de l'ONG Amnesty International dans un communiqué publié mardi 2 septembre. Nous sommes alarmés et profondément préoccupés par la criminalisation des relations entre personnes et adultes de même sexe. La mise en place de cette législation représente la première attaque officielle de la junte militaire au pouvoir dirigée par Ibrahim Traoré envers l'homosexualité. Jusqu'à présent, aucune loi ne visait particulièrement cette communauté au Burkina Faso, malgré des répressions poussant ses membres à vivre dans la plus grande discrétion. All Africa précise que ce nouveau code de la famille et des personnes, qui doit encore être promulgué par le chef de la junte, Ibrahim Traoré, revient aussi sur les conditions d'acquisition de la nationalité burkinabé et sur l'âge légal du mariage. Le Burkina Faso met en circulation le premier commissariat de police mobile. Agence Afrique informe que le gouvernement burkinabé s'est félicité du lancement du premier commissariat de police mobile, un camion inhabituel qui était visible dans le quartier de Nagrin, situé à Ouagadougou, la capitale, dans un contexte où les défis sécuritaires se multiplient dans le pays. Ce camion singulier ne transporte ni marchandises ni voyageurs, mais bien une promesse, celle d'une sécurité de proximité plus accessible et plus dynamique, indique un communiqué officiel qui met aussi en avant une innovation qui illustre la volonté de reprocher l'État à ses citoyens. Faso.net précise que ce camion aménagé et équipé pour la circonstance va proposer des services tels que l'établissement de la carte nationale d'identité burkinabé, la législation de documents, la sensibilisation, l'assistance aux victimes, la collecte de renseignements, des patrouilles motorisées, des présences de dissuasion, etc. Sidoya revient sur les propos du directeur général de la police nationale, Thierry Dofizou-Twina.
Selon le DG de la police nationale, le projet de commissariat mobile s'inscrit dans la dynamique d'adaptation constante de la doctrine sécuritaire face aux défis croissants liés à l'urbanisation et à la criminalité. Le directeur général de la police nationale a confié qu'à long terme, les autorités entendent multiplier les commissariats mobiles sur l'ensemble du territoire national. Notre objectif est d'acquérir d'autres camions à transformer afin de déployer ce concept non seulement à Ouagadougou, mais aussi dans les autres villes du Burkina Faso, a-t-il déclaré. Les habitants du quartier Nagré sont sortis nombreux pour l'occasion, entre des étonnements et des questionnements, et ils ont été agréablement surpris de voir ce commissariat de police mobile. Cameroun, l'ONU dénonce les restrictions de l'espace civique à l'approche de la présidentielle. UN News rapporte que le chef des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé mardi les restrictions de l'espace civique et démocratique au Cameroun à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre. Ces restrictions suscitent des craintes quant à la possibilité pour les électeurs d'exprimer librement leur volonté, a alerté le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits des hommes, exhortant Yaoundé à prendre des mesures urgentes pour garantir un environnement propice à des élections libres, transparentes, inclusives et honnêtes. Pour le HCDH, un environnement sûr et propice à la promotion des droits humains est essentiel pour des élections paisibles, inclusives et crédibles. Il est à déplorer qu'un tel environnement ne semble pas prévaloir au Cameroun, a regretté le haut-commissaire Volker Turk. Si la libération des 53 partisans de l'opposition est une bonne nouvelle, ils n'auraient tout simplement pas dû être arrêtés. Nul ne devrait être arrêté pour avoir exercé ses droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, a déclaré M. Turk. Toujours au Cameroun, le groupe Douala annonce la présentation du candidat consensuel de l'opposition le 13 septembre 2021. Un mois et une semaine séparent le peuple camerounais de l'élection présidentielle disputée jusque-là entre une opposition éparse et la majorité présidentielle, presque certaine d'obtenir le ticket pour exercer un 8e mandat. Dans ce contexte marqué par la division du côté de l'opposition, des concertations se déroulent. Des partis politiques et des organisations de la société civile tentent de trouver un moyen commun pour barrer la voie aux partis au pouvoir. Selon Journal du Cameroun, le groupe de Douala, plateforme de médiation entre les partis politiques de l'opposition, semble avoir trouvé l'astuce pouvant fédérer les énergies au sein de l'opposition. Les leaders du groupe annoncent la présentation d'un candidat consensuel de l'opposition le 13 septembre 2021, date de l'assassinat du leader nationaliste Ruben Niobé. Dans une communication en date du 1er septembre, les trois leaders du groupe, Cyril Sam Mbaka, Djekam Tachemi et Anissé Ekan, ont montré l'orientation à suivre par le candidat consensuel. RFI revient sur les propos de Djekam Chameni, l'un des porte-parole du groupe. Pour lui, le groupe de Douala est la structure qui a rendu possible, après consultation, la formalisation d'un programme commun de transition et de refondation, ainsi qu'un processus de désignation d'un candidat consensuel à l'élection de 2025. Toujours selon Djekam Chameni, le candidat consensuel, s'il est élu, devra impérativement mettre en œuvre un programme de transition et de réforme déjà établi. Le candidat consensuel sera porteur d'un programme commun de transition et de refondation. Le suspense sur l'identité de ce candidat sera rompu dans quelques jours, assure-t-il à une date fort symbolique, le 13 septembre. L'annonce de ce candidat consensuel va-t-il entraîner le retrait des 10 autres candidats de l'opposition? Plus qu'une petite semaine pour le savoir. Lutte contre le paludisme. Le Togo mise sur la vaccination pour protéger ses enfants. Afrique.com rapporte que depuis le 1er septembre, le Togo a intégré le vaccin R21/Matrix-M dans son programme national de vaccination, ciblant prioritairement les nourrissons. Ce vaccin, récemment préqualifié par l'OMS, sera administré en 4 doses, à 5, 6, 7 et 15 mois. La première phase de la campagne concerne environ 269 000 enfants répartis dans les 39 districts sanitaires du pays. Selon Adidja Amani, responsable à l'OMS Afrique, ce vaccin représente un grand espoir dans la lutte contre le paludisme. Elle rappelle qu'il permet de réduire de manière significative la morbidité comme observé dans des pays pilotes tels que le Kenya, le Malawi et le Ghana, où une réduction de 13% de la mortalité infantile a été constatée.
Le R21 ne vient pas remplacer les mesures préexistantes, mais les renforce. RFI précise que le Togo franchit une étape historique en devenant le 22e pays africain à introduire le vaccin et le premier du continent à le faire directement à l'échelle nationale en couvrant l'ensemble du territoire dès le lancement. Selon l'OMS, ce tournant stratégique a été rendu possible par une forte volonté politique, le gouvernement togolais ayant participé au cofinancement des doses. Toujours au Togo, Togo First rapporte que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé le mardi 2 septembre 2025 le renforcement du dispositif de contrôle et de surveillance le long de la frontière ouest de Lomé, la capitale. La mesure, issue d'une récente évaluation de la situation sécuritaire dans la capitale, vise à consolider la protection du territoire face aux menaces internes et transfrontalières. Selon le communiqué officiel, l'initiative cible la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et la réduction des risques liés à l'immigration irrégulière, au trafic illicite et aux atteintes à la sécurité publique. Pour y répondre, plusieurs mesures sont entrées immédiatement en vigueur. Tous les points de passage non autorisés et brèches clandestines ont été fermés. Le dispositif de surveillance est redéfini et renforcé afin de permettre la poursuite des activités des populations riveraines. 8 postes d'immigration piétons ont été aménagés dans les zones de Ségbé et d'Aflao. Les passages motorisés restent quant à eux limités aux postes frontaliers officiels de Ségbé et d'Aflao. Tout franchissement en dehors des passages autorisés est désormais considéré comme une infraction et passible de sanctions prévues par la loi, souligne la note officielle. L'information est confirmée par Kwasi Info et par le portail officiel de la République togolaise. Air Côte d'Ivoire ouvre sa première ligne long courrier vers Paris. Selon le Figaro, la compagnie aérienne ivoirienne Air Côte d'Ivoire va lancer une ligne reliant Abidjan à Paris le 1er octobre, notamment grâce à 2 nouveaux Airbus A330-900 Neo, dont le premier a atterri à Abidjan jeudi. Il s'agit de la première ligne hors d'Afrique pour la compagnie nationale qui a pour ambition de devenir la porte d'entrée et de sortie de l'Afrique de l'Ouest et du centre vers le reste du monde. Si plusieurs compagnies africaines volent régulièrement vers l'Europe à l'image d'Ethiopian Airlines ou Kenya Airlines, seuls Air Sénégal et Rwandair assuraient pour l'instant de telles liaisons en Afrique subsaharienne francophone. Dès le 1er octobre, Air Côte d'Ivoire assurera 6 vols par semaine, puis 7 à compter du 15 octobre. Pour nous, c'est un combat et ce long courrier n'est qu'une bataille de gagner, a affirmé Laurent Kokou, directeur général de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Financial Afrique précise que l'appareil est configuré en 4 classes, 4 sièges en première, 44 en business, 21 en premium et 173 en économie. Toujours en Côte d'Ivoire, cette info rapporte que plusieurs milliers de Ghanéens ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire ces derniers jours. Et il serait environ 10 000 des femmes, des enfants, des personnes âgées accueillies dans une demi-douzaine de villages, selon le président du conseil de la région de Bounkané. Ce déplacement massif de population est la conséquence d'un conflit foncier entre communautés. Face à ce nouvel afflux de population, le président du conseil régional, Philippe Rien, redoute une pression supplémentaire sur les habitants eux-mêmes déjà très pauvres. C'est une situation qui nous est pénible, explique-t-il au micro du correspondant de RFI, Benoît Almeras. Aujourd'hui, se retrouver avec un peu plus de 10 000 réfugiés qui viennent de notre frontière et ça devient intenable. Et ces gens vont se retrouver dans les populations. Ça va nous mettre davantage de pression sur les moyens de subsistance de nos populations. Et pour dire vrai, on a peur. On a peur que cette situation délétère engendre des violences. Nous essayons de colmater les brèches le temps qu'une solution plus durable soit trouvée pour améliorer les conditions de vie de ces réfugiés et pour les populations qui les accueillent également. Nous allons cette fois-ci en RDC avec la destitution de Deborah Djema, élue Miss Universe RDC 2025. L'organisation Miss Universe RDC a annoncé officiellement la destitution immédiate de Deborah Djema, récemment couronnée en 2025. Dans un communiqué, les organisateurs ont indiqué que la lauréate n'était plus autorisée à détenir ou revendiquer un statut, des droits ou une affiliation liée aux 10 titres, invoquant son refus de signer le contrat encadrant son mandat. Le test est
évoque une conduite inacceptable et menace de poursuites judiciaires si elle continue de se présenter comme Miss Universe RDC 2025. Actualité CD revient sur la réaction de la Miss et titre RDC, Deborah Dima conteste sa destitution en tant que Miss Univers 2025. La polémique enfle autour du titre de Miss Univers République démocratique du Congo 2025. Deborah Dima affirme avoir été informée de sa destitution par le biais d'un communiqué, une décision qu'elle qualifie d'illégitime et infondée. Dans une déclaration rendue publique, la lauréate dénonce une mesure profondément regrettable, estimant que son titre ne saurait lui être retiré qu'à travers une décision judiciaire ou par le peuple qui l'a élu. Il est inadmissible qu'on me prive de ce statut simplement parce que j'ai exercé mon droit à négocier les termes d'un contrat. Ce titre est le fruit du choix du public et d'une procédure officielle, a-t-elle affirmé. Au cœur du différend, un document contractuel que la jeune femme juge abusif et assimilable à un contrat de surexploitation. Selon elle, les conditions proposées impliqueraient une exploitation estimée à 70%, voire 80% sans considération pour les droits fondamentaux. Deborah Dima annonce qu'elle rendra le contrat public dans les 48 heures par l'entremise de son avocat. Pour la Miss Univers 2025, cette destitution repose sur un motif fallacieux sans fondement juridique ni moral. Toujours en RDC, BBC informe que l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba, est condamné à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique. L'ex-ministre de la Justice a clamé son innocence le long du procès. Pour lui, c'est une cabale ourdie contre sa personne dans le but de l'écarter du gouvernement. Mais il n'a pas réussi à convaincre les juges de la Cour de cassation de Kinshasa qui l'ont condamné ce mardi 2 septembre à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction d'accès à toute fonction publique pour détournement de fonds publics portant sur 20 millions de dollars dans le cadre d'un marché public. Ce procès aura tenu en haleine le pays pendant un bon bout de temps. Après avoir été reporté à 2 reprises, le verdict a finalement été prononcé. Justice Infonet précise les faits et affirme que, contraint à la démission mi-juin, Constant Mutamba s'était dit prêt à affronter la justice, rejetant toutes les accusations formulées contre lui. À l'origine du scandale, le 16 avril 2025, un ordre de paiement de Mutamba pour un montant de 19,9 millions de dollars transféré du compte du Fonds de réparation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo vers un compte différent de celui mentionné dans le contrat de passation de marché signé 2 jours plus tôt entre le ministère de la Justice et l'entreprise Zion Construction. La transaction suspecte est détectée le même jour par la CNRF, la cellule nationale des renseignements financiers. La Guinée lève des restrictions imposées aux médias avant le référendum. Selon Africa News, à l'approche du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre, des autorités guinéennes ont décidé d'assouplir certaines restrictions imposées aux médias. Le président de la Haute Autorité et de la Communication, Boubacar Yacine Diallo, a précisé que les organes de presse sont désormais autorisés à donner la parole aux partis politiques suspendus ou dissous par le gouvernement de transition. Le Monde FR rapporte que la Guinée doit tenir le 21 septembre un référendum convoqué par le général Mamadi Doumbouya est censé ouvrir la voie à un retour à l'ordre constitutionnel, alors que l'opposition l'accuse de vouloir se servir de ce référendum pour confisquer le pouvoir. Lundi soir, la HAC a aussi fait part de la suspension du site privé d'information Guinée360.com, l'un des plus importants du pays, pour 3 mois à compter du 1er septembre pour insuffisance professionnelle et manipulation de l'information. Lors d'une rencontre avec la presse, le président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo, avait interdit aux médias de donner la parole durant la campagne qui s'est ouverte dimanche aux partis politiques suspendus ou dissous plus tôt cette année. Mais dans une note publiée samedi et transmise lundi à l'AFP, la HAC écrit que les médias doivent veiller au respect du principe de l'accès équitable à leur antenne, colonne et page, sans faire mention de cette précédente interdiction. Interrogé par l'AFP, M. Diallo a confirmé que les médias pouvaient finalement donner la parole aux partis suspendus ou dissous par la junte. Il a affirmé que ces propos de jeudi tenaient lieu de recommandations et seul le document définitif de la HAC peut faire foi de règles de campagne. Ainsi s'achève notre revue de presse de la semaine. Merci pour votre fidélité et votre écoute attentive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. Je suis Coralie Poyon, coach, journaliste et animatrice à Coaching TV. À la réalisation, Aurélie Atta, réalisatrice à Coaching TV.